Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Inauguration ce matin d'une nouvelle agence commerciale de l'ONEAD, c'était dans la commune de Balbala, juste à côté de la cité Hodan. Également dans l'actualité au Yémen, des éventuels pourparlers se sont ouverts à Koweït. Mais avant cela, ce message de félicitations du chef de l'État au nouveau président élu du Bénin. Le chef de l'État Ismaël Marguerite a adressé donc aujourd'hui, mercredi, un message de félicitations au nouveau président élu du Bénin, Patrice Talon, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu dans ce pays. Dans son message, le président de la République a salué le score largement dominant qui a disposé à l'élection de M. Patrice Talon. En vous élisant à la magistrature suprême de votre pays, les Béninois ont exprimé leur foi en votre capacité à améliorer rapidement leurs conditions de vie, a écrit le président Guélé. Je forme le souhait que sous votre leadership, votre pays accroît significativement l'œuvre de son développement, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses vœux de succès et de réussite au nouveau président élu du Bénin. Âgé de 58 ans, Patrice Talon était jusque-là donc une des figures de proue du milieu des affaires béninois. Il est élu donc à 65,4% à la magistrature suprême de son pays à l'issue donc du second tour d'un scrutin qu'il a opposé au premier ministre du président sortant. C'était donc dans le titre en nouvelle du pays, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage et de la Pêche, chargé des ressources hydrauliques, Mohamed Ahmed Awale, a procédé ce matin à l'inauguration d'une nouvelle agence de l'Office national des eaux et de l'assainissement, l'ONEAD, située donc sur la route nationale 1. Celle-ci sera chargée de recevoir les paiements des factures d'eau, d'assurer les dépannages et de régulariser les branchements. Cette nouvelle agence, après celle de Balbala, vise à être plus proche de la clientèle afin de mieux la servir et l'en éviter les déplacements vers le plateau du Serpent. Un accueil chaleureux a été réservé au ministre de l'Agriculture, de l'Eau ainsi qu'au directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad, lors de cette cérémonie d'inauguration. Des députés de la commune de Balbala, le président de la commune ainsi que de nombreux cadres et employés ont pris part à cette cérémonie. Présent parmi nous, ainsi que le président de la commune, le colonel chargé de la sécurité de Balbala, pour inaugurer la nouvelle agence de Balbala. Et comme vous l'a dit le ministre, l'ONEAD est un service public qui se doit d'être à proximité de la population. Et c'est une étape supplémentaire donc, pour être proche de nos concitoyens et d'écouter un peu, de leur rendre service. Le rôle de l'ONEAD est comme tout service public. Et comme l'a rappelé le ministre, donc, il est important de savoir que la ressource en eau à Djibouti est rare. Nous essayons d'équilibrer la distribution pour que tout le monde puisse donc disposer d'une eau pour lui et sa famille. Mais d'un autre côté, il est évident que le rejet d'eau usée nous pose vraiment un sacré problème. Et c'est un coût que toute la société va payer. Et comme vous l'a rappelé également le ministre, nous devons éviter le rejet inutile donc, vers les voies publiques. Et en cas de problème, l'ONEAD est toujours à vos dispositions donc, pour vous aider et vous écouter. Pour les eaux usées de Hodan, qui étaient donc les eaux qui effectivement sortaient des quartiers de Hodan, mais qui posaient un problème pour plusieurs quartiers de Balbala. Et donc nous avons, Dieu merci, avec l'aide donc du président de la République et du ministre de l'Agriculture, qui a eu cette idée donc ingénieuse de disposer de forages et de pouvoir donc réaliser un pré-traitement de cette eau et finalement donc de rejeter une eau qui est déjà pré-traitée dans des forages, a permis donc de résoudre ce problème, qui était un problème qui durait depuis déjà pas mal d'années. Pour Odana, c'est quand même une dizaine d'années à peu près. Et pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est félicité de cette initiative qui va rendre plus souple le règlement des factures d'eau et le travail des équipes techniques.
voudrais dire, en cette journée où nous célébrons la journée mondiale de l'eau, je voudrais dire que l'ONAIAD avait à faire face à deux défis. Le défi de l'eau potable dans la capitale et le défi de l'assainissement. Comme vous le savez, le défi de l'eau potable a été résolu. Aujourd'hui, je peux dire que les ânes qui transportaient l'eau, les camions-citernes, des noriades de camions-citernes qui circulaient à Belbala pour distribuer l'eau à des prix exorbitants, ce problème est resté un souvenir. C'est le passé. Mais l'ONAIAD, au lieu de se reposer sur ses lauriers, elle s'est attaquée au défi de l'assainissement. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a aidé l'ONAIAD et qui nous a soutenus tout au long de la problématique de l'eau, il a résolu, grâce à son soutien financier et son soutien surtout moral, il nous a permis de résoudre les défis de l'eau. Aujourd'hui, au moment où je parle, grâce à son soutien indéfectible et quotidien, je dirais, nous venons de résoudre le problème de l'assainissement, en tout cas d'une manière partielle. Les eaux de Hodan collectif qui se déversaient dans les ravines, 1170 mètres cubes par jour, et qui créaient des problèmes néfastes au niveau de la population, des problèmes de santé publique, dont je ne voudrais pas énumérer ici. Ce problème vient d'être résolu avec la réflexion collective de l'ONAIAD et de son directeur Mohamed Fouad, leur ingéniosité, nous avons permis de résoudre ce problème définitivement. Voilà pour les propos du ministre. Également dans l'actualité, une concertation entre les chefs religieux ou ulémas et des jeunes diplômés de langue arabe qui ont achevé leur cursus universitaire dans des pays arabes a eu lieu donc hier soir à l'Institut des Arts LIDA. Cette réunion à laquelle a pris part le ministre des Biens Waqf et des Affaires musulmanes, Adan Hassan Adan, a porté sur l'évolution de la société. Elle visait aussi à préparer une rencontre que le chef de l'État aura prochainement avec environ 1500 ulémas. La rencontre a été marquée par plusieurs interventions des hauts responsables religieux, dont le président de l'Union générale des jeunes diplômés arabophones, ainsi que le secrétaire général de cette même organisation, Abdelkader Ali Hamadou. Profitant de cette rencontre, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Adan Hassan Adan, n'a pas manqué de mettre en exergue le rôle et la mission des ulémas, qu'il a qualifié de guide des croyants prêchant les paroles de Dieu et de son prophète, que le Tout-Puissant apporte sur lui sa paix et sa bénédiction. Le ministre a encouragé les ulémas à poursuivre cette mission en prêchant les vraies valeurs de l'islam. Ils sont nos guides donc religieux et nos guides spirituels en tant qu'érudits en matière de foi religieuse. Ils prônent le pardon, la tolérance, l'union et la compréhension, a indiqué le ministre. Et de ce fait, ils sont bâtisseurs d'une société saine et vigoureuse. Ils se doivent, a-t-il dit, de rapprocher les croyants et de combattre à travers la parole les idées et leur bonne foi, l'extrémisme de tous bords et la violence. Les relations franco-djiboutiennes au beau fixe, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, dans le cadre de sa visite de travail en France, a été reçu donc hier après-midi par son homologue français Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du développement international français. Cette rencontre a eu lieu donc hier après-midi au Quai d'Orsay. Elle s'est déroulée juste un mois après la prise de fonction de M. Ayrault. L'entretien entre les deux ministres a essentiellement porté sur les relations bilatérales, des relations jugées privilégiées. Les deux hommes ont réaffirmé à cette occasion l'attachement
l'attachement de leurs deux pays et de leurs leaders à pérenniser et affermir donc et asseoir ces bonnes relations qui sont également stratégiques et historiques. Les deux ministres ont passé en revue toutes les questions relatives à la coopération multisectorielle, politique, économique, militaire et sociale. Les questions internationales, régionales et nationales ont été également au menu des discussions. Ces discussions se sont également donc déroulées en présence notamment de l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, M. Ayed Moussaed Yahya, et du directeur des relations bilatérales, Yassine Hussein Doualé. Les deux ministres ont salué la libération des 4 prisonniers de guerre djiboutiens après 8 ans de détention dans le geôle érythréenne, et ce grâce aux efforts et à la médiation du Qatar. Les deux ministres ont ensuite évoqué la prochaine visite officielle que le président Ismaël Omar Guelleh doit effectuer en France sur invitation du président français François Hollande. La rencontre entre les deux chefs de la diplomatie, des diplomaties françaises et djiboutiennes a été empreinte de chaleur et d'amitié. C'est ce qu'a indiqué donc le communiqué envoyé par le ministère des Affaires étrangères. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf doit également s'entretenir durant cette visite avec M. André Valini, secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Fin de citation. Une cérémonie de clôture d'un stage d'obtention du certificat militaire de premier degré ou CM1 a eu lieu à l'école militaire de Hol-Hol. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présidence du général de division, le chef d'état-major général Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée sur le lieu, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le commandant de l'école militaire, le lieutenant-colonel Omar Ali Guedi. Qui jouait le rôle de petit gradé, des sous-officiers. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer. La cérémonie s'est également déroulée en présence du sous-préfet de la localité de Hol-Hol, Mahdi Aden. A noter que les 27 stagiaires ayant obtenu leur certificat CM1 sont issus des différents corps de l'armée, mais également la garde républicaine et les gardes-côtes. Ce stage avait démarré le 15 novembre 2015. À l'issue de la proclamation des résultats par le président de la commission des examens, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, a procédé à la remise des galons au premier lauréat de cette promotion de CM1. Eh bien, puis le lieutenant-colonel Omar Ali Guedi, commandant de l'école militaire, a saisi cette occasion pour prononcer un discours de remerciement et d'encouragement. Je vous propose de le suivre. Chaque fois, à l'école militaire, cette cérémonie qui clôture la formation du CM1. Cette formation a duré 3 mois. Elle a débuté le 15 novembre 2015 pour finir à ce jour, mars 2016.
Ils ont suivi une formation CMA chef de groupe de combat d'infanterie qui vont obtenir le certificat militaire premier degré. Ils ont été préparés physiquement et mentalement et ont acquis le savoir militaire indispensable pour un futur chef de groupe. Stagiaires CMA, je vous souhaite bon courage, montrez-vous dignes du grade que vous portez. Je vous dis à présent, la balle est dans votre camp. Vive les forces armées djiboutiennes, vive la République de Djibouti. Et cette nouvelle donc, le directeur de l'EDD annonce des réductions du kilowattheure mardi 15 mars lors de la tenue de la 7e séance du Conseil des ministres. Un arrêté a été approuvé sur le baisse de frais de l'électricité. En effet donc, depuis 2012, l'EDD poursuit les baisses des tarifs qui ont représenté une réduction globale de 38% pour la clientèle. Pour les prévisions de 2016, le tarif baisse encore. Et pour plus de précisions, écoutons le directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jama Al-Guilé. Comme vous avez pu donc entendre lors de la présentation du ministre des Affaires étrangères du Conseil des ministres du 15 mars, l'électricité de Djibouti donc a procédé à une baisse de tarifs. Pour les abonnés, les plus importants sont les abonnés qui n'avaient pas bénéficié des baisses lors de dernière baisse de 2015. Ces baisses donc ont concerné surtout donc les moyennes tensions, les tarifs commerciaux, les tarifs généraux, les tarifs dégressifs, l'éclairage public, un peu du tarif social, parce que le tarif social on a baissé pour la partie seconde tranche qui était de 58, on a ramené de 55, donc la partie donc, qui était la plus chère, on l'a baissé. En gros, donc nous avons baissé pour la moyenne tension de 10%, 11% pour le tarif général, et ceci donc correspond bien donc à l'entente donc avec les autorités supérieures de continuer à baisser, et malgré que l'année 2015 nous n'avions pas donc profité beaucoup plus de l'importation électrique d'Éthiopie du fait de sécheresse comme vous le savez, mais nous avons donc beaucoup d'espoir durant l'année 2016, d'une part donc la mise en place du poste Hourso et d'autre part donc la mise en service des centrales de Guilguibé. Nous souhaitons que cela nous permette donc une importation d'énergie beaucoup plus importante que 2015, et par souci donc d'équité, donc nous avons voulu faire profiter aussi ces baisses aux abonnés qui n'avaient pas bénéficié jusqu'à présent. Toute baisse doit être faite de telle sorte que l'équilibre de la financière de l'entreprise ne soit pas affecté. C'est vrai que cette année, par rapport au budget 2016, tel qu'il est aujourd'hui, on risque d'enregistrer un déficit de 600 millions. Mais ça, ce sont les prévisions par rapport aux prévisions du budget au moment où nous avons établi, c'est-à-dire au mois de novembre 2015. C'était la situation en 2015, novembre 2015. Mais compte tenu des évolutions, surtout au niveau d'Éthiopie, c'est de la mise en service du poste Hourso qui va nous permettre d'emporter directement des centrales, et surtout donc la mise en service du barrage Guilguibé 3, il est certain que nous allons emporter beaucoup plus. Donc c'est pour cela que nous sommes beaucoup plus optimistes, et je pense que nous ne ferons pas de déficit. La journée mondiale de la météorologie est célébrée ce 23 mars à Djibouti et à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser les opinions publiques sur les changements observés ces dernières années, alors que certains pays connaissent des graves sécheresses, d'autres subissent des pluies torrentielles et des cyclones. Ces précipitations extrêmes entraînent des inondations sans précédent, ce qui a été observé au Malawi, en Inde, au Pakistan et aux États-Unis. On a enregistré des records
de précipitations en 24 heures où des pluies accompagnées des vents violents sont tombées de manière drue et sans interruption. Le réchauffement climatique et la fonte de neige conduiront donc à la disparition de certaines îles, indiquent des spécialistes. Certaines îles voient leurs côtes se réduire et être submergées par l'eau de mer. Cette journée doit nous permettre de prendre conscience de toutes ces réalités sur les changements climatiques. Écoutons cette déclaration du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Ousmane Saad Seyd. L'Organisation météorologique mondiale et les services météorologiques et hydrologiques nationaux du monde entier célèbrent ce jour, 23 mars 2016, la journée météorologique mondiale pour commémorer l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention instituant la création de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, au sein du système des Nations Unies. L'Organisation météorologique mondiale est une institution spécialisée des Nations Unies ayant en charge la surveillance et les observations des phénomènes météorologiques, climatiques, hydrométéorologiques et océaniques à l'échelle du globe pour la sécurité et la survie de l'humanité. Cette journée météorologique mondiale est célébrée à travers le monde pour mettre en exergue la situation météorologique et climatique qui prévaut présentement à l'échelle de la planète, les prédictions qui sont faites pour les années à venir et les défis énormes des changements climatiques en cours. À cet égard, et pour le cas de notre pays, nous nous employons énergiquement, depuis la création de l'Agence nationale de la météorologie, à mettre en place les différentes structures météorologiques et climatiques nécessaires pour répondre à ces exigences du changement climatique dans notre pays. Nous prévoyons également de créer très prochainement un service climatologique en charge de la collecte, de la gestion et analyse de toutes ces informations et données climatiques à l'échelle de notre pays pour produire des documents d'information climatique et de prévisions nécessaires à tous les usagers de l'information du temps et du climat dans notre pays. Grâce à des nouveaux équipements qui seront également acquis dans le cadre des projets d'assistance de l'ICPAC et de l'OMM et du développement que connaîtra notre agence météorologique, les connaissances du changement climatique et de ses répercussions sur notre environnement naturel et humain dans notre pays seront approfondies. S'agissant du réchauffement climatique, au COP 21, une lueur d'espoir est née à la COP 21 de Paris, car les chefs d'État et de gouvernement ont pris conscience de la réalité de ce qu'est le changement climatique et la nécessité de prendre d'urgence des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des technologies propres. Pour conclure, et pour notre pays, il nous faut développer les réseaux d'observation météorologique et climatique à l'échelle du territoire, renforcer les capacités du service météorologique national, c'est-à-dire notre agence, avoir une volonté politique forte de lutte contre le changement climatique et ainsi nous parviendrons à préserver non seulement notre environnement et prospérer notre économie. Une cérémonie de passation de commandement de l'opération Atalante de l'Union européenne s'est tenue donc aujourd'hui à bord de la frégate italienne Carabinier. Le contre-amiral italien Stefano Barbieri passe le relais au contre-amiral allemand Jan Christian Kack. Cette cérémonie a été présidée par le contre-amiral suédois Jonas Wilkström, le contre-amiral italien Stefano Barbieri, qui a dirigé ces derniers mois les opérations navales et aéronavales de lutte anti-piraterie et de soutien à la sécurité maritime, a donc cédé son commandement au contre-amiral allemand Jan Christian Kack, qui dirigera donc les opérations depuis la frégate allemande Bayern. Cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, des représentants
militaires djiboutiens, du gouvernement allemand, des corps diplomatiques et des forces militaires stationnées à Djibouti. Depuis son lancement, Atalante a permis la capture de plus de 150 pirates, la plupart ayant ensuite été condamnés et mis en prison, alors qu'en 2009, plus de 160 attaques de pirates avaient eu lieu dans la région et près de 50 navires de commerce pris en otage. Atalante a contribué donc à ramener ce chiffre à 2, non aboutis en 2014 et aucune attaque en 2015. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, donc a rappelé dans une interview que même si aucun navire n'a été piraté au large de la Somalie depuis 2012, grâce à l'action Atalante et d'autres opérations similaires. Je vous propose de le suivre. Nous n'avons eu aucune attaque réussie de pirates dans l'océan Indien, dans la mer Rouge, qui est un résultat tout à fait exceptionnel. Maintenant, nous ne pensons pas que la piraterie est éradiquée. Et nous pensons que si jamais l'opération Atalante venait à s'arrêter, mécaniquement la piraterie reviendrait et reprendrait les ravages et constituerait de nouveau le fléau qu'elle a constitué pendant tant d'années. Donc il a été décidé que l'opération Atalanta allait continuer. Son mandat devait s'achever à l'origine à la fin de 2016. Le Conseil a maintenant décidé que ce mandat serait prolongé jusqu'en 2018 et c'est donc dans ce cadre que s'est faite la cérémonie de ce matin, c'est-à-dire du changement de commandement entre l'amiral italien Barbieri qui a commandé l'opération au cours des derniers mois et l'amiral allemand Kack qui va prendre la relève pour les mois qui viennent. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Sport, dans le cadre des matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017 qui aura lieu au Gabon, les joueurs de l'équipe nationale ont effectué leur dernier entraînement de préparation avant de disputer leur troisième rencontre face au Libéria. Ce match est prévu demain donc à domicile au stade Gouled. L'équipe nationale recevra donc demain jeudi l'équipe nationale de la Libéria qui est actuellement deuxième du groupe. Lors du dernier entraînement de la semaine, le coach de l'équipe nationale, Nouradine Garsali, et son staff ont mis en poids donc la qualité technique, physique et tactique de Requin Bleu. مع كم فريق نادي بور لعبت نادي تيليكوم علي سبيح والآن La saison sportive scolaire se poursuit et les équipes engagées dans les différents tournois sont entrées dans le dernier carré cette semaine. Donc plusieurs rencontres ont été disputées dans les disciplines collectives de basketball, handball et le football. Les tournois sportifs se sont déroulés dans les sites du collège de Fukuzawa, le LIC et au gymnase du lycée d'État de Djibouti. Au football, donc, l'équipe du lycée de Gobod a battu le lycée de PK12 par 2-1. Le LIC a battu le lycée de Hodan sur le score de 2-1. Les handballeuses du lycée de Balbala ont battu le lycée de Djibouti par 2-1. Hodan donc a battu le LIC par 9-5. En finale, le lycée de Balbala affrontera donc l'équipe du lycée de Hodan jeudi prochain. Ensuite, c'est dans la discipline basketball qu'une série de rencontres ont été disputées dans la même journée. Le lycée de Gabod bat le LIC par 9-6 et le lycée de Hodan gagne forfait. Donc au final, le jeudi prochain, le lycée de Gabod s'opposera donc au lycée de Hodan. Rappelons que ces championnats sportifs scolaires visent à détecter les jeunes talents de manière précoce afin de leur assurer un suivi et une orientation immédiate vers leur discipline de vocation. Nécrologie à présent. On vous annonce le triste décès que nous avons appris. Décès survenu Madame Feu Leila Ali Ahmad Toubé. C'était hier à l'hôpital général de Pelletier. Leila Ali Ahmad, âgée de 45 ans, laisse derrière elle 6 enfants, dont 3 garçons et 3 filles. La défunte n'était la tante maternelle de notre confrère de la section Somalie, Nasser Omar, présentateur de l'émission Sport. La direction et l'ensemble des personnels de la radio-télévision adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Actualité internationale à présent au Yémen, possible pour parler de paix fin mars au Koweït. Un nouveau round pour parler de paix inter-yéménite pourra se tenir fin mars au Koweït sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Explication.
Ces négociations devraient s'accompagner d'une trêve dans la guerre qui déchire le Yémen depuis l'intervention dans ce pays fin mars 2015 d'une coalition militaire conduite par l'Arabie Saoudite en soutien au gouvernement reconnu internationalement, a ajouté les responsables qui a requis l'anonymat. Le principe de la tenue fin mars à Koweït de nouveau pourparlers a été retenu au terme de consultations que le médiateur de l'ONU, Ismail Cheikh Ahmed, a eu avec les différents protagonistes du conflit, a-t-il ajouté. Un retour à la table des négociations devrait s'accompagner d'une trêve d'une semaine renouvelable si elle est respectée, a ajouté l'hémisphère onusien, indiquant que les discussions devraient être axées sur la mise en œuvre de la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution demande aux rebelles notamment de se retirer des zones conquises par la force et restituer des armes lourdes saisies. La dernière session de pourparlers entre le gouvernement yéménite et le rebelle avait lieu du 15 au 20 décembre 2015 en Suisse sous l'égide de l'ONU. La guerre au Yémen a fait près de 6300 morts, pour moitié des civils, près d'un an avec l'intervention de la coalition arabe selon l'ONU. Les attentats revendiqués par l'État islamique ont fait au moins 30 morts à Bruxelles. L'histoire de la Belgique sera marquée à jamais par cette journée d'hier, 22 mars 2016. Les détails dans cette séquence. Une image des suspects des attentats de l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, captée par une caméra de vidéosurveillance, a été diffusée par les autorités belges. On y voit 3 hommes poussant un chariot de bagages. L'un d'eux se serait enfui après les attaques. Ces attaques ont déclenché un relèvement de l'alerte antiterroriste au niveau maximal. Une fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'aéroport international de Bruxelles et un renforcement de la sécurité de l'aéroport à Londres, à Paris, Francfort et Copenhague. Le trafic de métro de Bruxelles a été suspendu, de même que le trafic de train Thalys avec la France. Il s'agit d'une attaque contre notre société ouverte et démocratique, ont dénoncé les 28 pays de l'Union européenne et les dirigeants des institutions européennes dans un rare fait, un communiqué commun. Le Premier ministre belge, Charles Michel, a dénoncé les attentats aveugles, violents et lâches. Nous redoutions un attentat et c'est arrivé. Un deuil de 3 jours a été déclaré en Belgique. Ces événements interviennent 4 jours après le capture de Salah Abdeslam, dernier suspect survivant recherché pour les attentats du 13 novembre à Paris. Rappelons que le chef de l'État djiboutien a adressé donc hier un message de condoléances au Premier ministre belge Charles Michel suite à la série d'attaques terroristes dirigées hier matin donc contre la ville de Bruxelles. Dans son message, le chef de l'État a exprimé sa compassion et solidarité à la nation belge tout entière dans l'épreuve de cette tragédie. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants avec les minutes de focus avec... Bonjour et merci de nous rejoindre pour ces minutes de focus avec nous sur ce plateau. Comme je vous le dis, Ferdous Hussein, bonjour. Bonjour Ali. Direction Mali, donc au flou sur le nombre des assaillants dans l'attaque contre la mission de formation de l'Union européenne. Tout à fait Ali, l'un des auteurs de l'attaque contre la mission européenne, repoussé lundi soir à Bamako et blessé est en fuite. À ce stade, le nombre exact des assaillants et leur identité ne sont pas encore connus. L'assaillant, un des assaillants a été tué dans l'attaque, c'est un jeune mineur de 16 ans environ, a indiqué une source militaire européenne sous couvert de l'anonymat à ce stade de l'opération. Le nombre exact d'assaillants n'a pu être déterminé, le chiffre de 4 assaillants dont 3 seraient en fuite. De son côté, le ministre malien de la Sécurité s'est exprimé dans la foulée de l'attaque et parlait de 2-3 terroristes. Pour l'heure, Ali, l'identité des assaillants non plus ne sont pas encore connus. Et pour finir, nous allons être brefs, nous parlerons du 10e anniversaire de Twitter. Et Twitter est populaire, le message en 140 caractères maximum a séduit 320 millions d'abonnés dans le monde. Si l'heure n'est pas pour autant à la fête, pour l'atypique cofondateur Jacques Dorsey, qui a dû prendre la direction exécutive de Twitter en juin dernier pour l'aider notamment à progresser face à Facebook et son 1,5 milliard d'inscrits ou Instagram. Twitter s'est toutefois imposé à sa façon dans nos vies, parmi eux qui se sont emparés de Twitter comme outil majeur de communication. On cite notamment le pape
François, mais aussi de nombreux responsables politiques, à l'instar du président Obama qui compte plus de 71 millions d'abonnés. Twitter a aussi le point de départ de nombreuses mobilisations à travers le monde. Malgré cette popularité, un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars en 2015, le réseau de mini-messages peine à être rentable et accumule les pertes. Il reste son concurrent Facebook. Oui, tout à fait, je le disais tout à l'heure notamment. Il reste en revanche Ali très attractif auprès des annonceurs. Une piste éventuelle pour le relancer. Parallèlement, Twitter a taillé ses effectifs cet automne, notamment en licenciant 336 de ses employés. C'est pas une bonne affaire. Merci Ferdous pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télégypte.